et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la première de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler avocat, juriste, droit. Il est avocat, fut dauphin avant de devenir bâtonnier. Il officie au barreau de La Roche-sur-Yon. Dénomination plutôt cocasse quand on sait que l'avocat peut aussi mettre quelqu'un sous les barreaux. Mais cette richesse étymologique démontre-t-elle la richesse de la fonction d'avocat et de bâtonnier? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble avec notre invité. Mais avant de l'accueillir sur le plateau de la grande émission, j'accueille les filles du mardi parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, les filles. Bonjour Laure, bonjour Leslie. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes reposée? Oui. Vous êtes au taquet? Au taquet. Bon, alors Leslie, justement, Oui. Des questions, c'est ça? Voilà, ben là on va expliquer la médiation de la consommation. Qu'est-ce que c'est? L'UFC l'UFC Que Choisir a fait un petit point pour expliquer ce qu'est la médiation de la consommation. D'accord. Et on va voir ça en 10 points clés, si on a le temps. On verra quoi. le temps. Hein. Ça, c'est pour Leslie. Laure, Nous, on parle cheveux blancs. c'est une chronique pour Je moi. me suis regardée dans la glace. Ce matin, c'est ça. D'accord, très bien. Donc cheveux blancs, ça se voit Si, pas? ça commence à se voir. Ah bon. Et oui. Donc on va trouver des solutions, c'est ça? Que faire? Disons que je vais en parler. Après, D'accord. les solutions appartiennent à chacun. Exactement. Et puis nous avons Noël Tellier. Bonjour Noël, ça va bien? Bonjour Adèle, ça On va va très bien. faire un dessert avec vous. Aujourd'hui, on va partir sur une note sucrée, on va faire un dessert. Donc, on part sur une association de gingembre à chocolat D'accord. et mangue avocat, pour rester dans la thématique. Avocat. Voilà. Non mais c'est un truc de malade, c'est un raccord, c'est hallucinant. Je rappelle juste que Noël est chef à domicile et qu'il donne des cours aussi, des cours de cuisine. On en C'est ça. parlera à la fin de l'émission. Je vous laisse travailler, commencez tranquillou, et puis on se refait un petit point tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, nous recevons Maître Emmanuel Humeau. Tout de suite, ça en impose. Sur le plateau pour nous parler du métier ou du statut ou de la fonction de bâtonnier de La Roche-sur-Yon, puisque vous y êtes officiellement, vous êtes bâtonnier depuis le 1er janvier de cette année. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de la grande émission, Emmanuel. C'est moi. Ma première question, elle est très très simple. Qu'est-ce qu'un bâtonnier? C'est un nom un peu particulier, on est d'accord. Il y a vraiment des termes très spécifiques quand on est dans le milieu du droit et des avocats. C'est un métier de tradition. Oui, Donc, voilà, c'est ça. on utilise une terminologie qui est ancrée dans la tradition. Un Le peu comme les bâtonnier, commissaires-priseurs d'ailleurs, je trouve. Oui, aussi, de Ouais. tous ces métiers. Voilà. Le bâtonnier, c'est celui qui porte le bâton, qui tient le bâton, qui guide, berger. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est celui qui anime sa communauté, qui est celle du barreau de La Roche-sur-Yon, Ouais. d'avocats. 125 au barreau de La Roche-sur-Yon au 1er janvier, parce que c'est au 1er janvier qu'on arrête nos effectifs. 50 hommes et 75 femmes. Exact. Bien. Ah ouais. Nous, la parité, on n'a pas Il y a de souci plus de avec ça. femmes que d'hommes. Et c'est de manière générale, d'ailleurs, il y a plus Incroyable. d'avocats femmes en France que d'avocats hommes. C'est une D'accord. profession voilà, où très tôt et très vite, les femmes ont pris le pouvoir et sont bâtonniers, ont des responsabilités partout. Un avocat, il n'y a pas de sexe, on est avocat. Voilà. D'accord. Donc voilà, il est chargé d'animer cette communauté, il est aussi parfois chargé de la contrôler. Oui, parce que il y a vraiment un rôle de contrôle et Oui. de vigilance. Vous êtes une sorte de En réalité, vigile. en fait, on est une profession réglementée. Alors, la profession réglementée, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, les privilégiés, les nantis. Non, non, non. La profession réglementée, son caractère, c'est d'apporter des garanties justement aux consommateurs, aux justiciables chez nous. Et donc, en fait, le bâtonnier est en charge de vérifier que toutes les garanties en termes de formation, de respect des règles de discipline, de déontologie, de secret professionnel et ainsi de suite, de maniement de fonds, sont bien respectées. Et puis, il est chargé parfois de faire la discipline. Mais pourquoi? Parce que les règles changent beaucoup, souvent. Alors, nos règles à nous, professionnels, elles évoluent, mais elles ne sont pas soumises trop à variation. Mais il y a souvent, l'avocat est au cœur d'un certain nombre d'informations, est au cœur d'un certain nombre de pratiques. En matière pénale, la tentation peut parfois De dépasser la ligne? franchir la ligne. Oui, voilà. Il peut y avoir des comportements parce qu'on est tellement attaché à la défense de son client qu'on va en oublier qu'il faut un certain recul, il faut aussi un certain respect dû à son adversaire, dû au magistrat et ainsi de suite. Donc il faut parfois savoir rappeler les règles, tout simplement. Est-ce que le métier d'avocat, puisque vous êtes avocat à la base,
C'est une vocation pour vous, Emmanuel. Oui, clairement, je pense que c'est difficile d'imaginer de faire cette profession, cette belle profession sans avoir la vocation. Il faut d'abord aimer les gens, vraiment. Parce qu'on est au contact de la patte humaine. Et dans des Porte leurs situations soucis, critiques, des fois. Oui, c'est aussi vrai pour le monde de l'entreprise. Ouais. Moi, j'interviens beaucoup à titre professionnel auprès des entreprises. Voilà, quand un chef d'entreprise a un vrai problème ou a un enjeu stratégie, voilà, il y met sa vie. C'est l'humain, ouais. Voilà, et donc, voilà, il faut aimer l'autre. Il faut aimer être au contact de cette patte humaine. Et puis, c'est aussi un métier formidable parce que le droit est au cœur de l'organisation de notre vie en société. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de vie en société sans règles, mais c'est le droit. Et donc c'est quand même formidable d'être un acteur majeur de cela. Et puis au-delà de ça, et de manière beaucoup plus traditionnelle, l'avocat, c'est aussi le gardien des libertés fondamentales. Oui, parce qu'on pense souvent que ça punit, mais c'est souvent que ça... Non. L'avocat, c'est il souvent le défend. contraire. L'avocat, il conseille, il défend, et il est le gardien de ce que nous ne sommes pas soumis à l'arbitraire. Et donc, c'est extrêmement important que nous ayons cette conscience-là. Donc, je ne pense pas que nous puissions faire ce métier sans en avoir la vocation. Et vous l'avez eu quand, la vocation ? Quand est-ce que vous êtes dit, je vais devenir avocat ? Oh là, vous voulez tout savoir de moi Non, je ne vais pas vous demander de vous allonger, on ne va pas faire une psychanalyse, mais vous avez la place. Hein, mais quand vous dites que vous avez une vocation, ça veut dire que ça faisait longtemps. Non, que mais vous en pensez. fait, voilà, moi je suis issu d'une famille de scientifiques, donc Rien à voir. voilà, rien à voir. J'étais très tôt plongé dans mes livres, dans ma littérature, et j'ai très tôt été passionné par la chose politique, au sens de l'organisation de la vie de la cité. Voilà. Et donc, en fait, dès le lycée, dès que j'ai eu une conscience un peu politique forte, je m'étais dit que je ferais un métier autour du droit. Voilà. Donc, c'était un peu l'incompréhension dans la famille. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait du droit. Au début, je ne savais pas véritablement que je voulais être avocat. J'avais pensé un temps être commissaire de police. Complètement différent, puisque là, pour le coup, on met les gens derrière les barreaux, ou on cherche à les mettre derrière les barreaux. Ouais. Et mon parrain adoré m'a déconseillé en disant que c'était pas compatible vraiment avec une vie de famille, parce que j'avais plutôt aussi un projet de monter une vie de famille. Et voilà, et donc je me suis posé la question, et ce qui ressemblait le plus à mon caractère d'indépendance. Ouais, c'était la notion d'indépendance qui était importante. Ouais, c'était l'avocat, voilà. Bah oui, parce que on choisit nos clients, on choisit les causes qu'on veut défendre, on les choisit comme on entend le faire. Alors, évidemment... parce qu'on est certain que c'est l'intérêt de notre client, mais et personne ne peut nous dicter ce que nous devons faire. Donc c'est important. Ouais. Ça me plaît. Avant de donner la parole à Laure pour sa chronique, j'ai parlé de dauphin dans l'introduction. Ouais. Vous étiez dauphin. Ça veut dire quoi ? Je n'avais pas de nageoire caudale. Ça veut dire quoi ? Alors, est-ce que c'est une notion d'âge ? Non, c'est pas une notion d'âge. C'est-à-dire que alors c'est un système qui a changé. Maintenant, on parle de bâtonnier désigné, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice, qui dure 2 ans, non renouvelable, on n'est pas comme en matière politique, on ne peut pas faire des carrières très très longues et s'accrocher à nos mandats, eh bien, on pressent un ou des candidats. Qui peut être bâtonnier ? On en élit un, et puis il devient dauphin pour apprendre son métier pendant la période pendant laquelle il va accompagner. Il y a une notion de transmission, exactement. Ouais, d'accord, ça c'est dauphin. Donc vous n'êtes plus dauphin, on est d'accord ? Je ne suis plus dauphin depuis le 1er janvier. Je suis bâtonnier. Voilà. Bâtonnier. Très bien. Eh bien, on va en reparler évidemment, mais d'abord, c'est la chronique de Laure. Cheveux blancs. Chronique blanche. Chronique blanche. Oui, voilà, j'ai appelé chronique blanche. Donc, on sait tous que la canicie, vous savez tous ce que c'est que la canicie. Bien sûr. Bien sûr. C'est le nom savant pour les... c'est le nom savant pour les cheveux blancs. D'accord. On sait tous que c'est un phénomène naturel qui n'épargne personne. On sait tous aussi qu'on n'est pas tous égaux quant à l'âge auquel on est touché par la canicie. Moi, j'ai une grand-mère qui a été toute blanche à 35 ans. Ouais, c'est ça. Et une autre grand-mère qui, à 95 ans, n'est pas encore toute blanche. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose, effectivement... C'est inégal, c'est comme ça, c'est pas juste. Les causes de la canicie sont diverses et très fantasmées. Il y a beaucoup d'histoires qui courent sur le stress, l'influence de la cigarette, un choc émotionnel, on se réveille un matin, on est tout blanc. Ouais, il paraît qu'on a des mèches blanches. Alors, cela dit, moi je connais quelqu'un qui s'est réveillé avec une mèche blanche. Mais ça ne prouve rien, je constate juste, mais ça ne veut pas dire que... Ouais. Enfin, bon. Rien n'est prouvé scientifiquement, à part 2 causes. La première, c'est l'hérédité. Donc c'est sûr que si on a nos parents
parents qui sont devenus tout blancs à 35 ans, on a un fort Des risque chances. de devenir tout blanc à 35 ans. Et une autre cause, c'est l'anémie. C'est-à-dire que si on est anémié, on a des cheveux Je blancs savais pas ça. précocement. Donc si on n'a pas dans sa famille des gens qui sont devenus blancs précocement et que nous, on le devient, ça vaut le C'est coup de qu'il y a faire un une petite souci prise de sang prise pour de voir sang. s'il n'y a pas un problème de fer. Ah, Et en ouais. plus, c'est réversible. Donc si on devient blanc à cause d'une anémie et qu'on règle le problème d'anémie, ça C'est-à-dire qu'on a moins de revient cheveux en blancs arrière. Oui. Ah, Donc ouais. ça vaut le coup quand même de se renseigner. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est doué, Oui. je ne savais pas. Oui. D'accord. Voilà. Bon voilà, ça c'est les causes. Maintenant, quand on a des cheveux blancs, qu'est-ce qu'on fait? Les raser. Il y a deux solutions. Soit on les couvre, soit on les laisse. C'est vrai. Voilà. Donc maintenant, comment on décide? Voilà, comment on fait? J'avais pas pensé, on peut les raser, mais ça repousse Ouais, quand même les à un raser. moment. Donc il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. D'une part, il y a l'âge. C'est sûr qu'on ne prend pas la même décision quand on a des cheveux blancs à 75 ans et quand on a des cheveux blancs à 35 ans. D'autre part, ça dépend de la proportion de cheveux blancs qu'on a. Et puis, ça dépend de la couleur de ses cheveux d'origine. Quand on a les cheveux clairs, blonds, c'est mon cas, et que Ça se les voit cheveux moins, blancs ça ne se voit apparaissent, pas. ça se voit moins. Mais on a quand même les cheveux. Moi, quand j'ai dit au début, je me suis regardée dans la glace, c'est vrai, j'ai constaté récemment que j'avais des cheveux qui changeaient de couleur. J'avais d'un blond, je me disais, tiens, c'est marrant, j'étais blond plutôt doré, maintenant je deviens plutôt cendré. Bizarre, tiens. Ça, c'est les cheveux blancs. Et en fait, j'ai réalisé que, ah oui, j'ai des cheveux blancs. C'est ça, en fait. Mince. D'accord. Donc voilà, les cheveux blonds, c'est facile, ça devient de plus en plus cendré, ça arrive au blanc, et je trouve que ça se fait de façon plus naturelle, ouais. plus progressive. Ouais. Quand on a les cheveux bruns, effectivement, ça se voit plus. Ça va. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. On va aller pleurer Ne ensemble, parlons pas de Adèle. choses qui fâchent, s'il vous plaît. Donc ça se voit plus. Tant qu'on peut faire des tons sur tons, ce qu'on appelle les diacolores. Les diacos. Diaco, voilà, pour les intimes. Non, mais il y a des termes très précis. Chez les avocats aussi, mais chez les coiffeurs aussi. Mais Je les hommes vois. se font aussi Et des beaucoup. diacolores. Beaucoup, beaucoup. C'est facile, on se fait un diacolore, ça passe jusqu'à la fois d'après. Le diacolore, c'est donc un ton sur ton, c'est-à-dire que petit à pas petit, une ça couleur. s'estompe. Pas une C'est vraie pas une couleur. couleur. Enfin, c'est une couleur, mais ça s'estompe avec le à shampoing. Et il n'y a pas ce problème de racine. C'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand on Ouais, a c'est beaucoup de ça. cheveux blancs, le diacolore ne fonctionne plus. Il faut passer une teinture permanente. Et là, C'est le drame. on rentre dans l'engrenage infernal des racines. Oui, c'est Donc ça. voilà, c'est là que se pose vraiment le problème. Est-ce qu'on ne peut pas Laisser, envisager de garder laisser ses les cheveux cheveux. blancs? Mais c'est très beau, les cheveux blancs. Mais c'est très beau, c'est ce qu'on verra tout magnifique. à l'heure. Moi, je Ah. pense qu'il faut Appuyer, envisager. sinon. Comment? Pousser au maximum. Oui, on peut se faire une coloration grise dans ce cas. Oui, On exactement, verra ça mais tout c'est à ce qu'on l'heure. verra tout à l'heure. D'accord, merci Laure. C'est en deux parties. Noël, je ne sais pas si vous avez des cheveux blancs, mais vous avez une toque noire. C'est pour couvrir les cheveux blancs. Voilà, c'est En ça. matière d'hygiène, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes en train, si je ne m'abuse, Donc là, je suis en train de faire le petit Voilà. tartare d'avocat. D'accord. Donc ensuite, je taillerai la mangue. D'accord. Donc tout à l'heure, j'ai fait la ganache donc chocolat noir gingembre. Donc je l'ai mise au frais pour qu'elle refroidisse pour le service tout à l'heure. Beaucoup de gingembre ou pas? Ça dépend de votre Voilà, taux ça de... dépend comment on veut être voilà. amoureux. La soirée. d'attraction. Mais Quel est l'objectif du dîner? Voilà, la question c'est quel est il l'objectif? faut que ça reste subtil. Le gingembre. Il faut qu'on le sente, mais Le partenaire aussi, des fois. Mais pardon. Oui, mais c'est vrai. Il ne faut pas que ce soit... Non, parce que c'est Voilà. très fort, le gingembre. c'est très fort. Donc là, on le taille vraiment en tout petit dé, mis dans la crème infusée. Moi, je le laisse dedans pour que quand on a la ganache en bouche et qu'on tombe sur le petit morceau qu'on croque dedans, on sente le gingembre qui se libère dans la bouche. Mais après, on peut aussi le laisser infuser, le filtrer pour juste avoir le parfum de Juste le gingembre. soupçon, quoi. Voilà. Le soupçon de gingembre, d'accord. Donc là, vous coupez les avocats. Voilà. Donc là, le petit tartare d'avocat qui ira tout à l'heure dans la larme de chocolat. Oh, la larme de chocolat, c'est joli, hein? joli, D'accord. Non, salive. Et vous allez tailler après la mangue, je suppose. C'est Le ça. tartare d'avocat et mangue. Juste une chose, c'est un dessert pour combien de personnes? Bah là, on est 5. Donc là, ce sera pour. C'est des petites faut compter portions, pour là, que 6 vous allez nous personnes. faire. Oui, voilà. D'accord. On peut le réaliser un petit peu à l'avance pour ne pas être en cuisine pendant que les invités sont... Alors l'avocat, on peut le On réaliser. peut faire la taille auprès- à l'avance. Voilà, l'avocat, faut faire attention parce que ça s'oxyde assez vite. D'accord. Donc, il faudra juste mettre un petit peu de citron pour éviter que ça s'oxyde. Ça noircisse. Voilà. D'accord, ok. Mais après, on peut le faire à l'avance. Je dirais maximum 2 heures à l'avance. D'accord, ok. Très bien, Noël. Je vous laisse continuer. On se voit tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler avec Maître Humeau.
dans la deuxième partie de cette grande émission où nous sommes en compagnie d'Emmanuel Humeau qui est bâtonnier au barreau de La Roche-sur-Yon. On parle du métier, de la vocation et aussi de la fonction d'avocat. On est aussi en compagnie de Laure et de Leslie. On va entendre d'ici quelques instants la chronique de Leslie sur les questions concernant la médiation, c'est ça ? Tout à fait. Si j'ai bien tout compris. Noël est en train de nous préparer un dessert. Et donc, pour venir au métier, Emmanuel, maître Humeau, j'ai dit tout à l'heure, sur le métier d'avocat et de bâtonnier, est-ce que vous considérez que le citoyen lambda connaît bien votre métier ? Pas suffisamment. Il y a beaucoup d'a priori. Hein. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup d'images qui sont d'ailleurs assez conditionnées par la télévision, les séries télévisées, voilà, avec cette grande tentation d'appeler le magistrat qui préside votre honneur. Non, ça c'est. Et de confondre aussi le système américain au système français, voilà. Donc, mais au fond, ça conduit souvent à penser à tort que le métier d'avocat n'est que celui de la défense ou que celui du droit pénal de manière générale. Le métier d'avocat est bien plus large que ça, il est bien plus divers que ça. On conseille dans toutes les matières. Parfois, on fait du contentieux quand c'est nécessaire, en défense ou en attaque. Mais voilà, c'est des multiples facettes mais qui ne se cantonnent pas qu'au droit pénal et à la défense. C'est d'abord du conseil, on est d'accord. C'est principalement du conseil. Souvent, les gens viennent nous voir trop tard. Il faudrait qu'ils viennent nous voir dans le cas avant. des entreprises. Oui, mais même pour certains particuliers. Ouais. Aujourd'hui, dans l'environnement normatif complexe, changeant, voilà, c'est pas mal d'avoir le réflexe d'aller voir un avocat pour demander conseil. Ça. Est-ce que je peux faire ça ? Ça évite des problèmes. Ouais. On parlait tout à l'heure de métier de nanti. Maître Sicard, qui est le bâtonnier de Paris, dit nous ne sommes ni une élite ni des êtres banals. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis assez d'accord avec lui. Vous êtes entre les deux. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité comme avocat, gardien des libertés fondamentales, vraiment, ça c'est extrêmement important. Mais nous sommes des hommes et des femmes à l'image de nos clients. Ouais, c'est ça. Et ce métier, l'avantage en plus, c'est une profession libérale, on l'exerce comme on veut. Donc il y a des gens qui le font vraiment à fond, il y a des gens qui le font non pas en dilettante, mais voilà, parce qu'ils en ont moins besoin. Il y a des gens qui choisissent uniquement de la défense des plus pauvres, des étrangers, d'autres qui ne font que du conseil d'entreprise. On peut le faire comme on veut. En fait, voilà, donc il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie. Il y a aussi des gens pour qui c'est très difficile de vivre de ce métier. C'est une réalité de plus en plus profonde. Voilà, il n'y a pas une image, il n'y a pas un avocat type, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes divers. Ce que l'on reproche le plus aux tribunaux, ce sont les délais très longs, et notamment ce qu'on appelle les temps d'audiencement. Comment vous expliquez ça ? Tout simplement. Les procédures sont longues. Alors, notre nouveau garde des Sceaux, M. Herveas, l'a encore rappelé ce matin. Oui, exactement. La justice est sinistrée. Totalement sinistré. On parle d'embolie. Oui, complètement. Il faut comprendre que je vais reprendre un chiffre qui est repris et qui a d'ailleurs été repris par le ministre. Les Français consacrent pour la redevance audiovisuelle un peu plus de 130 €. Ils dépensent individuellement un peu moins de 60 €, autour de 60 € pour le budget de la justice. Ça veut dire qu'un couple consacre moins à la justice qu'à la redevance audiovisuelle. Qu'au divertissement. Voilà. C'est significatif. Non, aujourd'hui, vous êtes à la télé, là, hein ? Oui, je le sais. Je dis ça, je dis rien, Je sais, mais voilà. Or, l'accès au juge, la nécessité d'une réponse de la justice sur un certain nombre de sujets, elle est importante. Alors, elle est importante en matière pénale, parce que quel sens ça a que d'avoir une sanction, notamment pour la juridiction des enfants, lorsque 2-3 années se sont passées et que vous avez commis l'infraction à 15 ans, vous êtes devenu majeur, ça n'a vraiment plus beaucoup de sens, y compris pédagogique. Mais aussi, ça peut être très important. Je prends en matière d'affaires familiales, par exemple. Vous demandez une augmentation de pension alimentaire parce que vous en avez besoin. Si on vous apporte la réponse avec un délai de 8 mois, 9 mois, d'1 an, ça devient compliqué. Je fais comment ?
concrètement, Pour vivre lorsque entre ça, voilà. il n'y a pas de pension alimentaire de fixée, pour vivre pendant ce temps-là et pour élever mes enfants. Donc, Vous voulez dire que c'est très lourd au niveau de la procédure et que c'est très il faudrait alléger tout ça? Non, c'est que la justice fait des tas de choses dont elle ne devrait pas avoir à s'occuper. Par exemple? C'est une question d'organisation, en fait. Il y a aussi un manque de magistrats, clairement. Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'il nous faut des magistrats qui soient des gens de qualité, et que donc on ne peut pas ouvrir les vannes comme ça de manière complètement inconsidérée, que ça prend du temps pour former un magistrat, c'est une 30aine de mois, donc c'est long avant qu'ils arrivent sur le marché, et donc évidemment il y a des retards, il y a des encombrements, et puis Est-ce que c'est la lourdeur aussi? Des gens malades, il y a des gens, voilà. Bon. Est-ce que c'est la lourdeur aussi administrative dite française? Oui, clairement. Est-ce que l'avocat... C'est pas nécessairement une priorité qui a été faite par les gouvernements depuis très longue date. Donc effectivement, ça se ressent à un moment ou à un autre. Est-ce qu'avocat est un métier de gratte-papier? Entre guillemets, bien sûr. Dans le fond. On vit dans le papier. Parce qu'on vit dans nos dossiers. D'où votre On envie vit de dans changer le ça? papier parce que on consulte. Voilà. Maintenant, le métier d'avocat est un métier moderne. Aujourd'hui, on n'a plus de code rouge ou les codes bleus pour les juristes qui connaissent les Dalloz ou les Litech. Tout est numérisé, on a tout en accès informatique partout. C'est une de vos bien sûr. Et demandes. voilà, il faut être absolument moderne, il faut être absolument proche des gens. On accélère aussi la justice par le numérique. Par ce biais-là, oui. Aujourd'hui, on perdait beaucoup de temps à tenir les audiences, ce qu'on appelle les mises en état, pour que voilà, on contrôle devant le magistrat à l'heure où on est ce dossier, à qui c'est de conclure, à qui il faudrait répondre, est-ce qu'il manque une pièce, etc. Aujourd'hui, toute cette partie-là, on l'a fait de manière numérique, devant son ordinateur, on n'a plus à se déplacer, on gagne du temps, c'est aussi gain de temps pour le traitement de la procédure, et donc au final, gagner sur les délais. Et je crois que vous êtes très à l'affût de ça, la numérisation, etc. On va en parler. Ouais. Hein? Ouais, c'est mon petit dada. C'est votre petit dada. D'ailleurs, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Oui, aussi. On va parler de la médiation. On reste à peu près dans le même, complètement même. Dans le même domaine. Et c'est avec Leslie. Leslie, juriste à UFC Que Choisir à La Roche-sur-Yon, vous avez une dizaine de questions. On va voir si on les passe toutes, mais il y a des questions... On va les faire vite, elles sont importantes quand même. Ah, mais je dis pas que c'est pas important, au contraire. Mais alors, commencez tout de suite. Alors, la médiation de la consommation, donc ça a été mis en place par une directive européenne qui date de 2013. D'accord. Mais là, ça vient juste d'être transposé donc, en France. Donc les décrets sont même de fin 2015, donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est parce que les règles viennent de sortir maintenant. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Donc concrètement, c'est quoi la médiation de la consommation? Donc c'est une procédure alternative à l'action judiciaire. Sous couvert de maître mot. Voilà, c'est ça. J'ai la pression. J'ai la pression. Donc c'est une procédure alternative par laquelle un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord à l'amiable par le biais d'un tiers. D'accord. Le médiateur. Donc c'est pour tous les litiges nationaux ou transfrontaliers entre un consommateur et un professionnel pour tout contrat de vente et de prestation de services. D'ailleurs, on l'évoquait avec Maître Humeau, les avocats ont aussi été obligés de mettre en place un médiateur puisqu'ils délivrent aussi des prestations de services. D'accord. On en parlait. On appelle nos clients, pour ceux qui sont des particuliers, effectivement des consommateurs. Et donc, on doit leur offrir la possibilité de recourir à un médiateur. C'est ça. Le thème, c'est consommateur. Très bien, ça, c'est la première question. Voilà, c'était la deuxième. Pardon, c'est la deuxième. Donc, la médiation est-elle obligatoire? Donc, oui et non. Ah. Réponse de Normand, on est d'accord. C'est ça. Donc non, elle n'est pas obligatoire pour le consommateur qui a toujours le choix de préférer une action judiciaire. Par contre, elle est obligatoire pour les professionnels qui a l'obligation de permettre au consommateur de recourir à un processus de médiation. Donc le professionnel doit permettre au consommateur de recourir à un médiateur. D'accord. Voilà. Donc le professionnel doit mettre en place un mécanisme de médiation soit interne, dans son entreprise, voilà, ou adhérer à un médiateur sectoriel ou public institué donc par la loi. faire appel à quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, exactement. Pas au sein de l'entreprise, d'accord. Donc n'existe-t-il qu'un seul médiateur?
Non, il n'existe pas qu'un seul médiateur. C'est une des déceptions de l'UFC Que Choisir qui préconisait qu'un ménage soit fait au niveau de la myriade de médiateurs qui existent. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui existent. Et c'est vrai que pour savoir quel médiateur est compétent, c'est assez difficile. Il y a même certains médiateurs qui sont compétents pour exactement le même litige. Donc ça devient difficile. Puis même pour le consommateur, consommateur, on s'y retrouve pas. C'est ça. D'ailleurs, quand plusieurs médiateurs sont compétents pour le même litige, vous avez toujours le choix. Le consommateur a toujours le choix de faire appel, par exemple, à un litige avec l'électricité. Vous pouvez faire appel au médiateur EDF, vous pouvez faire appel au médiateur de l'énergie. Ah oui, d'accord. C'est un exemple. Une commission de contrôle et d'évaluation a été créée, d'ailleurs. Le décret a été publié en décembre 2015 pour notifier les médiateurs à la Commission européenne qui surveille tout ça et pour évaluer l'activité des médiateurs. D'ailleurs, l'UFC Que Choisir y siège pour vérifier si les médiateurs font bien leur travail. Où trouver le médiateur ? Très vite. La 5e question. On est à la moitié. Tout professionnel doit communiquer les coordonnées du médiateur dont il dépend. Voilà. Donc, il doit obligatoirement, tout professionnel doit dire de quel médiateur il dépend. Elle a 5 sur 5. Oui. Pour l'instant, c'est bon. Comment le professionnel sait de quel médiateur il dépend ? Et c'est lui qui doit le choisir. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Soit c'est un médiateur de l'entreprise, soit il adhère à un médiateur. Au pire, il appelle l'UFC Que Choisir ou un avocat. Le professionnel. Non mais voilà. Très bien, merci Leslie, on verra la suite tout à l'heure. Alors Noël, ça sent bon. Ouais. Mangue. C'est ça. Alors pour toujours jouer avec, depuis le temps que je viens, pour toujours jouer avec les textures. Sans le citron. Donc là, on va être sur un dessert. Donc on va avoir le fondant avec la ganache chocolat. On va avoir la fraîcheur et l'acidité avec la mangue et l'avocat. Donc moi, j'aime bien toujours aller un peu plus loin dans les textures sur les assiettes. Donc là, je fais un petit morceau de mangue rôti. Donc qui va ramener un peu de caramélisation. Juste longtemps, enfin vous mettez ça longtemps dans la poêle ou pas ? Juste une poêle bien chaude, quasiment sans matière grasse. Et du coup, faut que ce soit doré et on va le faire dorer. Après. Juste pour le faire caraméliser. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Le fruit a du sucre. Et à ça, donc, pour aller plus loin encore dans le croquant, je vais rajouter des petites meringues maison et de la noisette. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, Noël est un spécialiste des textures. Enfin, je sais pas, à chaque fois qu'il est venu, il y a vraiment eu... C'est les textures qui vous... C'est ça. Faut toujours qu'il y ait un peu de croquant, de fondant, d'acidité, une petite pointe d'amertume. Alors, il paraît que les meringues, c'est très difficile à faire. Alors, admettons qu'on soit une buse en meringue. Est-ce qu'on peut remplacer la meringue par quelqu'un d'autre ? On va pouvoir le remplacer par quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre, le lapsus. On va le remplacer par peut-être un peu de crumble. Il faut que ce soit croquant, quoi. Voilà, il faut avoir quelque chose de croquant et que quand on l'a sous la dent, ça croque. Pas mal. Vraiment... Est-ce qu'on a le temps de demander comment il fait ses meringues ? Comment je fais les meringues ? Très vite. Donc, pour faire des meringues, des blancs d'œufs, du sucre. Donc, à proportion 3 blancs d'œufs pour à peu près 160-200 grammes de sucre. Et c'est du sucre glace ou du sucre ? Alors, moi, je mets les deux. Donc, je démarre les blancs d'œufs avec du sucre semoule et terminer au sucre glace. Parce que ça fait quoi ? C'est pour les rendre brillants. Donc en fait, avec le sucre glace à la fin, on va avoir l'aspect brillant sur la meringue. D'accord. Et ensuite, en cuisson... c'est le plus difficile. Non, un four à 90 degrés. Combien de temps ? Et on met dans le four jusqu'à temps que ça sèche, à 90 degrés. Ça a l'air tout bête, en fait. C'est-à-dire, ça met combien de temps ? Très vite, là. Si au bout minimum de 2 heures. Pas... Minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Ah oui. Oui. Vous allez le temps de faire un aller-retour. Très bien. Merci Noël. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au métier de bâtonnier, en présence de maître Emmanuel Humeau, qui est bâtonnier au barreau de La Roche-sur-Yon. Nous sommes aussi en présence de Laure et de Leslie, comme tous les mardis, et de Noël, qui est en train de nous préparer, je pense, un délicieux dessert. Enfin, déjà, ça sent très, très bon. Voilà. Alors, je reviens sur votre fonction, maître Humeau. Les syndicats de magistrats et d'avocats ont reproché après son départ, le départ de Christiane Taubira, bien sûr, d'avoir beaucoup promis, mais de n'avoir pas réalisé au final de réformes marquantes pour la justice. Comment vous avez pris le départ de Christiane Taubira, la démission même de Christiane Taubira, en tant que bâtonnier, même pas... Oui, vous étiez bâtonnier quand elle est partie, bien sûr. Oui,
Dans l'indifférence. Non, oui, ça vous a pas... Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je crois qu'on lui a fait un mauvais procès sur un certain nombre de choses. Ouais. Je crois qu'elle avait la réalité de faire bouger un certain nombre de choses, voilà. Mais que c'est une institution qui est tellement difficile à faire bouger. Et paradoxalement, je crois qu'un bon garde des Sceaux serait un garde des Sceaux conservateur au sens où il ne chercherait pas à faire sa réforme, mais à faire en sorte que ce qui est déjà en place fonctionne. Je crois qu'on a trop de réformes. Réforme pénale, on en est... je ne sais même plus les compter, on en a quasiment une par an. Est-ce que le problème aussi, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment... faisons en sorte que ce qui devrait marcher marche, cessons de vouloir avoir cette volonté réformatrice permanente en matière de justice, je parle. Surtout, bien sûr, ouais. Et puis ça sera sans doute mieux. D'ailleurs, le ministre Veas a indiqué qu'il était là que pour 15 mois et qu'il ne ferait pas de réforme. Ah, il a déjà déclaré. Il l'a indiqué devant la conférence des bâtonniers en disant qu'il s'attaquerait à la question des moyens. Oui, des finances. Voilà, des finances, mais qu'il ne chercherait pas à faire sa réforme de la justice. Mais quand on est avocat et encore plus bâtonnier, on est quand même pendu aux annonces du gouvernement et notamment de votre ministre. Oui, on a des sujets qui sont en ce moment, sur lesquels on est en attente ferme, parce on est au bout du système, en particulier au terme d'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est l'accès pour tous au droit, à son juge, dans les conditions de stricte égalité. Aujourd'hui, ce financement, il n'est plus assuré de manière pérenne. Bon. Donc, on sait depuis 15 ans, 20 ans qu'il faut réformer ce système qui a été mis en place depuis 1991. Voilà. On a cherché à s'y attaquer, mais sans y mettre de moyens, ou plus exactement en allant chercher dans notre poche. On s'y est évidemment opposé, non pas parce qu'on allait chercher dans nos poches, mais parce qu'en réalité, ça n'assurait pas d'abord une vraie solution à la question de l'accès au droit pour tous, et puis deuxièmement, un système pérenne. Voilà, ce sujet, il va revenir, il reviendra. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut s'attaquer. Et très vite, donc oui, ça, on y est très intensif. Ça, ouais, et très vite, le problème n'est pas justement qu'il y a une valse aussi des ministres et que un ministre qui dit qu'il est là pour 15 mois, voilà, est-ce que... Oui, forcément, puisqu'il y a l'élection présidentielle, mais c'est pas un peu le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas le temps de mettre des réformes. Oui, ils n'ont pas le temps de s'inscrire dans la durée, sur un programme de fond. Oui, et c'est pour la justice, mais pour les autres ministères aussi. C'est vrai pour tout. On va y revenir, Emmanuel, mais d'abord, on refait un point sur les cheveux blancs. C'est important. Sans aucune transition. Donc la difficulté, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. La difficulté, quand on commence à se teindre les cheveux qui deviennent blancs, enfin qui sont devenus blancs, ce sont les racines qui apparaissent. Les cheveux, ça pousse quand même assez vite. Donc au bout de 10-15 jours, les racines apparaissent déjà. Donc c'est quand même, ça revient vite. Et autant je trouve que des cheveux teints avec des racines grises ou blanches, c'est ni très féminin, ni très élégant, ni très sexy. Autant je trouve que des cheveux blancs ou gris avec une belle coupe, bien entretenue, impeccable, ça peut vraiment, d'une part, être très élégant et vraiment ça donne de la personnalité et ça donne du caractère. Sauf vraiment. qu'il faut en avoir quand même un sacré paquet. Oui. C'est-à-dire que les cheveux, il faut avoir les cheveux blancs. Bah oui, c'est quand on a les cheveux blancs. Comment on fait quand on est voilà. Quand on est entre deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que le diacolore, ça va. Si on commence à passer à la teinture, je pense que c'est là qu'il faut vraiment se poser la question. Ouais. D'accord. C'est la chanson Linda Lemay, vous savez. Mais oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Ces cheveux poivre et sel qui sont au féminin si gênants et au masculin si charmants. Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est difficile avec les cheveux blancs parce que pour le coup, je trouve que les cheveux blancs, on nous a un peu mis en tête que ça faisait d'Adam. Eh ben, moi, je suis pas d'accord. Eh ben, moi non plus, je suis pas d'accord. Et je voudrais quand même rappeler que pendant 150 ans, jusqu'au début du 19e siècle, les cheveux blancs, c'était le summum de l'élégance. Ouais, ça m'étonne pas. Et je voudrais annoncer, très officiellement, attention, roulement de tambour, que le cheveu blanc est la tendance de 2016. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est vrai. Donc, c'est le moment de balancer ses teintures et d'oser. Exactement. D'accord. Donc, comment font les personnes qui sont lancées dans ce cycle infernal là, de la teinture et des racines et comment on fait pour repasser aux cheveux blancs? Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas passer d'un coup cheveux bruns, cheveux blancs. Est-ce qu'on peut faire ça tranquillou? Il faut le faire tranquillou. En fait, il faut faire... Alors, si on a les cheveux longs, il faut les couper.
Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Et puis, une fois qu'on les a coupés, il faut progressivement faire des balayages de plus en plus clairs jusqu'à ce qu'on arrive à la couleur. D'accord, parce que si on colore ses cheveux et qu'on veut petit à petit revenir à une couleur naturelle, donc du cheveu blanc, est-ce qu'on peut repasser au diaco, par exemple? Vous voyez, faire dans le sens inverse. Techniquement, je préfère pas m'avancer. D'accord. Mais par contre, je sais qu'en faisant des balayages de plus en plus clairs, on arrive progressivement. Ça prend du temps du coup, parce qu'il faut le temps que les cheveux poussent, etc. Il faut être un peu patient, mais c'est la seule solution. On ne peut pas décaper ses cheveux. Ça existe de se décaper les cheveux, mais là, ça vraiment. Alors, par contre, c'est vrai que des cheveux blancs, c'est très beau, mais ça doit être parfaitement entretenu. Il y a plusieurs contraintes. D'une part, les cheveux blancs sont beaucoup plus secs et beaucoup plus drus et épais. Dense. Donc, il faut user et abuser de soins hydratants, de masques nourrissants. Il faut vraiment en faire. En plus, il faut les coiffer, vraiment. Si on a les cheveux raides, il faut les lisser. Si on a les cheveux frisés, il faut bien les structurer. Ça demande de l'entretien, ça demande une coupe impeccable. On ne peut pas, les cheveux blancs un peu longs, un peu filasses, c'est une catastrophe. Les cheveux blancs, ça jaunit, ça s'oxyde. Donc, il faut faire des shampoings spéciaux qui contiennent des pigments argentés et qui permettent d'avoir... Non, la camomille, c'est pour les cheveux blancs. La camomille, c'était moins avant. Je suis brune. Et puis, ce qu'on peut faire pour atteindre la perfection dans le cheveu blanc, c'est de faire un ton sur ton, blanc sur blanc. Et là, ça c'est super beau. Ça atteint. Pas que ce soit blanc, pas que ça devienne bleu. Alors bleu, c'est ce que faisaient nos grands-mères. Comment ça violet, le truc de méthylène. Du rose, le bleu de méthylène. Voilà, c'est ça. Là, il faut faire attention. Voilà, c'est ce qui fait que les grands-mères ont les cheveux violets. Ouais. Mais non, maintenant, il y a quand même des trucs qui permettent de pas. Quand on éteint une pièce. Voilà. Très bien, merci Laure. Très bien. Et Laure, évidemment, vous avez tous ces conseils à l'atelier d'image. Les informations s'inscrivent sur votre écran. Leslie, très vite, votre chronique. Alors, 5e question. Où trouver des médiateurs compétents pour traiter On l'a déjà fait. Ah mince, action en justice. Médiation, les différences. Voilà, les différences. Alors, la médiation, on l'a déjà dit, n'est pas obligatoire pour engager une procédure en justice. Vous n'avez pas l'obligation de faire appel à un médiateur d'abord, avant de faire une action en justice. Vous pouvez directement aller vers la procédure en justice. D'accord. Dans les deux cas, de toute façon, action justice ou médiation, le consommateur doit avoir au préalable tenté de résoudre son litige avec le professionnel, ce qui implique une réclamation écrite. Un recommandé avec accusé de réception. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça faisait 15 jours que vous n'étiez pas là la semaine dernière. Donc, ensuite, la décision de justice est obligatoire. Okay. La médiation ne l'est pas. L'avis du médiateur, la décision du médiateur n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de la suivre ou de ne pas la suivre. Exactement. C'est pas une obligation. Et la médiation est confidentielle. L'accord obtenu par médiation est confidentiel, alors que la décision de justice étatique est publique. Enfin, dans la majorité des cas. Donc, puis-je être assisté pour une médiation? Question 7. Oui, non. Oui, vous pouvez notamment être assisté d'une association de consommateurs qui pourra vous aider. Vous pouvez aussi être assisté d'un conseil avocat. Donc, médiateur plus une tierce personne. Oui. Représentant un avocat. Exactement. Vous pouvez être représenté dans le cadre de votre médiation pour justement ne pas que la médiation soit injuste, enfin en tout cas qu'elle soit injuste par rapport à l'une des deux parties. Vous pouvez être conseillé. Dans une question d'équilibre et d'équité. Voilà, exactement. D'accord. Comment saisir le médiateur? Donc vous devez pouvoir. Vous devez donc au préalable pouvoir prouver que vous avez essayé de régler le souci. Donc on en parlait tout à l'heure avec la réclamation écrite. Le médiateur peut être saisi en ligne. Chaque médiateur doit pouvoir disposer de son propre site internet. Et vous disposez... Mais alors concrètement, je suis sur mon moteur de recherche, je fais médiateur, Vendée. Non, parce que ça dépend de votre litige. Ça dépend de votre litige. Ah oui, médiateur... Voilà. Par exemple, si vous avez un litige, ils vont en vouloir, mais si vous avez un litige avec l'EDF, c'est le premier exemple qui me vient. Vous allez sur le site de l'EDF et à un endroit, vous trouvez le médiateur. Okay. Sur le site du professionnel, ça dépend après si on est sur un médiateur entreprise ou si on est sur un médiateur sectoriel. Et vous avez cette information dans le contrat que vous avez régularisé avec le professionnel, puisqu'il a l'obligation de vous mentionner la manière de saisir le médiateur. C'est un peu biaisé quand même si on prend le médiateur du professionnel, il est un peu... Il est censé être indépendant et avoir été surveillé par la commission. Contrôlé par la commission. Voilà. Donc normalement le médiateur... C'est pas sans intérêt parce que par exemple pour la profession d'avocat, nous avons un médiateur qui est un médiateur national et c'est important parce qu'il y a des règles de déontologie par exemple que le médiateur n'a pas à connaître en matière de secret professionnel par exemple. Évidemment ça peut poser une difficulté. J'ai un litige avec un client sur un problème de montant d'honoraires, par exemple, évidemment, le médiateur va avoir... Donc,
on a intérêt à avoir des médiateurs qui connaissent parfaitement, entre guillemets, Oui, le métier. le métier. Et donc, c'est pour ça qu'on accepte Oui, c'est qu'il soit... un avantage et Voilà. un inconvénient. On peut penser à un problème d'indépendance, mais d'un autre côté, effectivement, il y a l'avantage de connaître le métier, Bien de sûr. savoir les règles. Très très vite, les Délai pour traiter mon litige, donc le médiateur doit prendre sa décision dans les 90 jours. Ok. Si le litige est trop complexe, le médiateur, dans les 90 jours, dit non, il me faut un délai supplémentaire. Ok. Hein. Et dernière question. Donc, quel recours si je ne suis pas satisfait de la solution proposée par le médiateur? La justice. Recours en justice. Ouais, d'accord. Exactement. Attention, je tiens quand même à préciser que la solution proposée par le médiateur, si vous l'acceptez, ça vous retire toute possibilité d'après intenter une action en justice. Ok. Si vous acceptez, exactement. D'accord, C'est ok. pour ça. Attention, une médiation, ça reste quand même quelque chose de sérieux qui peut avoir de lourdes conséquences. Et on ne peut Très pas bien. demander l'avis d'un autre médiateur avant d'aller en justice. Une contre-expertise. Ouais. On ne peut pas faire appel à la Bon, Après, médiation. comme les si la médecins. médiation a échoué une fois, je pense Ça veut que dire qu'elle va l'action- pas. Oui, Je pas pense que forcément. l'action en justice reste Et le meilleur recours ensuite. Ouais. C'est la procédure. Très bien. Merci Leslie. Emmanuel, vous avez pris vos fonctions un an après les attentats de Charlie, de bâtonnier, j'entends, de Charlie et de l'Hypercacher, et quelques mois après ceux du Bataclan, avec en plus la mise en place de l'état d'urgence et sa prolongation. Est-ce que tous ces événements, et plus spécifiquement l'état d'urgence, ont des incidences sur votre quotidien d'avocat et de bâtonnier? Alors, en Vendée, sur notre quotidien, Pas forcément. pas directement. véritablement, parce qu'on n'est pas véritablement concerné, encore que. Comme avocat, oui, on ne peut pas être insensible à ces questions-là. Parce que D'abord ça touche aux qu'on est- libertés publiques, on est Parce que d'accord. ça touche aux libertés publiques, parce que d'abord, c'est un événement... Extraordinaire. c'est un cataclysme. Ouais. Ça remet en cause beaucoup de choses au plus profond de nous-mêmes. Et comme professionnel, comme avocat, évidemment, dès lors qu'on restreint les libertés de chacun, des petites lumières qui s'allument en disant attention, il faut être vigilant, à nous d'être la veille pour pouvoir vérifier que les choses se passent correctement. Non pas qu'il ne faut pas qu'elles se passent, attention, hein, nous ne tenons pas un discours disant l'état d'urgence serait inutile, etc. Sa prolongation l'est, à mon sens, mais voilà, c'est aussi le sens général de la profession d'ailleurs. Mais être vigilant sur ce qui se fait et au nom de quoi on le fait. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on restreint une liberté pour une cause juste, on pourrait demain la restreindre pour une cause qui ne le serait pas. Donc voilà, et c'est tout l'équilibre qu'il faut savoir trouver. Dans l'état d'urgence. Si vous n'aviez pas été commissaire de police ou avocat, vous auriez fait quoi? C'est une question... J'ai un moment rêvé d'être officier dans l'armée française de terre, là aussi par une certaine tradition, mais mon caractère d'indépendance... Ça n'aurait pas marché. Alors, ça ne pouvait pas chef d'entreprise? fonctionner. Oui, je crois que si j'avais aujourd'hui, si je remets les compteurs à zéro, je repars. Une fibre, c'est clair que ce serait un métier en rapport avec l'humain, absolument certain, un métier de service. Et oui, de chef d'entreprise, l'avocat est aussi un chef d'entreprise, il est de plus en plus un chef d'entreprise. Est-ce que, juste une question en aparté, pour devenir bâtonnier, vous avez dû faire campagne un peu? Alors, dans certains grands barreaux, cité le barreau de Paris, évidemment, là, c'est presque politique, donc il faut effectivement faire campagne. Non, chez nous, dans des barreaux de province d'importance moyenne, on va solliciter, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais on est quand même élu, et donc on fait quand même campagne. Moi, j'ai tenu à annoncer ce que j'allais faire, donc oui, vous avez quand même annoncé. J'ai indiqué ce que je souhaitais faire. Quelle orientation? Et donc une orientation purement politique, ça vous plairait pas? De venir vous engager dans votre... Non, alors politiquement il se trouve que je l'ai fait pendant presque 14 ans, puisque j'ai été premier adjoint d'une commune, Montaigu, pour ne pas la citer. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a absolument passionné. Mais non, parce que j'ai une conception qui est qu'il faut revenir à la patte. Il faut revenir les mains dans le cambouis, entre guillemets, la proximité. Et ce métier, en plus, je ne le changerai pour rien au monde. Tous les jours, je me lève avec le plaisir. Donc, de travailler. Pourquoi changer? C'est comme Noël. Alors justement, on va goûter le dessert de Noël. On rappelle ce que c'est Noël. Je vous invite à le goûter sans attendre. C'est une larme de chocolat. Donc larme de chocolat. Un tartare mangue avocat. Ouais. magnifique. Une ganache choco gingembre. Et la mousse dessus, c'est une mousse virtuelle de riz au lait.
Une mousse virtuelle de riz au lait. Virtuelle. Voilà. Elle n'a rien de virtuel. Voilà, c'est quand vous allez la prendre dans la bouche, vous allez avoir le goût du riz au lait et en fait elle va disparaître. Exactement. Voilà. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Et il y a évidemment les différents Les textures, voilà, et ça c'est notamment important. le croquant des noisettes, on le sent très très bien. C'est absolument délicieux. C'est délicieux. Donc je rappelle que Noël est chef à domicile. Vous avez son numéro qui s'inscrit sur l'écran et vous pouvez également faire appel à lui pour des cours de Des cuisine, cours de cuisine, à voilà, domicile. pour apprendre à Voilà. faire ce dessert par exemple. Merci Noël, c'était un vrai plaisir. Merci Emmanuel Humeau, vraiment, C'est ça a moi. été un vrai plaisir. On connaît un petit peu plus le métier d'avocat et de bâtonnier. Bon courage pour la suite. Merci Hélène. Merci les filles, on se retrouve la semaine prochaine et moi je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.